Alors, beaucoup de choses à dire, bien sûr. D'abord, l'Institut Momentum. J'imagine que tout le monde, loin s'en faut, ne connaît pas l'Institut Momentum, mais c'est un réseau de réflexion sur l'Anthropocène, les risques d'effondrement, la décroissance et le biorégionalisme que nous avons fondé en 2011 et qui produit des contributions, des rencontres, des séminaires, des ouvrages pour réfléchir aux politiques de l'Anthropocène. Ce qu'on a appelé les politiques de l'Anthropocène prennent source dans la prise de conscience qui nous a animés il y a un peu plus de 10 ans sur le fait que nous avions en fait changé d'époque, que nous étions dans une ère de grande accélération à la fois de la croissance économique et de la dégradation des écosystèmes et des cycles naturels. Et habité par ce sentiment d'urgence, nous avons créé ce collectif qui donc propose à la fois des lectures et des analyses au prisme de cette vision de la grande accélération qui menace nos existences mêmes et l'existence des équilibres terrestres, mais aussi nous intime d'imaginer d'autres voies, et pas seulement à l'échelle individuelle, puisqu'aujourd'hui on entend beaucoup peser sur les individus une sorte de culpabilisation, de responsabilité, qu'est-ce qu'on fait individuellement. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi d'essayer d'imaginer des cadres plus généraux de politique. Alors, pour nous, collectif Institut Momentum, la réponse à ces trajectoires périlleuses de grande accélération de l'Anthropocène, c'est plutôt un ensemble de politiques qui tournent autour de la décroissance. Pour nous, la décroissance, ça n'est pas un déclin, c'est de toute façon une fatalité, puisque les ressources étant limitées, on vit dans un monde qui nous fournit des ressources qui ne sont pas intarissables. Eh bien, la décroissance est notre destin. Alors, autant prendre à bras-le-corps cette question des limites, l'assumer et dessiner, au sens anglais du terme, de design, ce qu'on a appelé des politiques de décroissance. Alors, ce n'est pas le sujet de mon intervention de cet après-midi. On a publié 3 tomes qui s'appellent « Politique de l'Anthropocène »,« Penser la décroissance »,« Gouverner la décroissance » et « Économie de la précroissance » aux presses de Sciences Po. On a d'ailleurs monté un cours à Sciences Po Paris sur ces questions de décroissance, cours qui a été créé par Luc Semel et moi-même à Sciences Po en 2010 et qui a toujours cours, donc. Et voilà, et avec l'Institut Momentum, on s'est lancé aussi dans un exercice de vision territorialisée. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire de biorégion, de biorégionalisme, c'est justement la dimension d'atterrissage dans les territoires. Sachant que la question fondamentale posée par les pionniers du biorégionalisme, qui donc a connu un premier essor et une naissance initiale dans la Californie des années 1970, dans le contexte de la contre-culture californienne, à San Francisco, troupes de théâtre de rue, écologie, réflexion sur les milieux naturels, poésie. Je peux vous citer une myriade d'auteurs passionnants qui sont d'ailleurs pas mal publiés aux éditions Wild Project, comme Gary Snyder, par exemple, ou Kirkpatrick Sale, qui sont des auteurs fondamentaux de cette première génération du biorégionalisme qui prend donc source dans cette Californie. Alors pourquoi en Californie? Pourquoi la Californie est-elle le berceau de cette contre-culture biorégionaliste? Sans doute parce qu'elle est le théâtre d'une spectaculaire artificialisation du vivant. Dans les années 60, il y avait encore énormément d'espèces sauvages, de foisonnement du vivant, de grizzlies, de toutes sortes d'oiseaux, de saumons dont regorgeait la baie de San Francisco. Et je dirais qu'à partir
même bien avant des années 1960. En réalité, la vague de colonisation de l'Amérique du Nord par les pionniers qui sont arrivés pour chercher de l'or en Californie au XIXe siècle, cette grande vague a bien sûr dépossédé les peuples autochtones de leur manière d'être au monde, hein, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, une myriade de peuples qui vivaient là depuis 50 000 ans, en équilibre et dans un certain rapport au vivant et au milieu. Et puis, voilà, cette américanisation de l'Amérique du Nord par l'arrivée de peuples européens a complètement modifié les écosystèmes et a aussi instauré un rapport particulier à l'espace qui a consisté à dessiner au cordeau des métropoles gigantesques au milieu du désert. Los Angeles en est un exemple. C'est une métropole qui a été construite assez rapidement, alors qu'au départ, c'était des enclos de bétail au milieu de nulle part. Los Angeles est devenu une immense ville alimentée par une eau détournée par des barrages, hein, notamment l'eau du Colorado et puis d'autres rétentions d'eau, retenues d'eau constituées par des barrages gigantesques. Et finalement, en une quarantaine d'années, vous avez en Amérique du Nord, à grande échelle et en Californie, une modification phénoménale des paysages. Et c'est ce que j'ai commencé par identifier donc dans l'essai intitulé Réhabiter le monde pour une politique des biorégions. Ce rapport thermo-industriel à l'espace, ces paysages fossiles, comme je les qualifie, c'est-à-dire des paysages qui finalement sont complètement façonnés par la mobilité automobile, par le béton, par le bitume, par l'asphalte, et tout ceci finalement occulte complètement ce qu'il y a sous l'asphalte, hein, à la fois la mémoire enfouie de ces peuples autochtones qui ont été éradiqués en quelques décennies, donc une grande violence dans la manière d'occuper l'espace, et puis une violence écologique finalement aussi par des infrastructures hors de proportion et des villes qui s'étalent grâce à l'automobile sous la forme de suburbs gigantesques. Bon, tout ça, vous connaissez ça, mais c'est quand même un phénomène très particulier dans l'histoire de la manière dont les humains ont occupé la Terre. C'est un phénomène très récent, finalement, qui caractérise les sociétés industrielles, qui repose sur l'utilisation massive d'énergie fossile et qui, d'après nos hypothèses, est voué finalement à ne constituer qu'une parenthèse de notre histoire humaine. Quand il y aura plus de pétrole, quand il y aura beaucoup moins d'électricité et quand il y aura peut-être plus d'eau dans nos rivières, on se posera la question d'une autre société et on devra se redimensionner. Donc cette soif d'espace, cette soif de ressources, elle est inhérente à cette époque de l'Anthropocène. C'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité qui est due à des déviances, je dirais, à une forme de démesure hein, dans le rapport au sensible aussi, puisque ce qui m'a aussi intéressé dans ce biorégionalisme, c'est le rapport sensible au vivant, au milieu, et l'invitation par ces premiers biorégionalistes, Peter Berg, Raymond Dasman, Kirkpatrick Sale, Gary Snyder, Judy Goldhaft. Si vous voulez connaître l'histoire, vous pouvez lire ce livre, et il y en a d'autres aussi à lire. Eh bien, ce qui qualifie aussi leur aspiration, c'était justement un attachement à la beauté, au milieu, à la nature, à l'eau, à la beauté d'un bassin versant, avant qu'il ne soit canalisé par du béton et des berges artificialisées. Et comment retrouver cette géographie, cette manière géographique et affective finalement d'habiter le monde? C'était la principale question du manifeste que ces biorégionalistes ont produit en 1977 et qui s'intitulait Re-inhabiting California, réhabiter la Californie.
Alors, réhabiter, cette notion de réhabiter, elle est importante et je suis heureuse de voir qu'elle a contribué à inspirer le titre de ces rencontres. Demain, comment habiter le monde? Je dirais comment réhabiter le monde, parce qu'il y a une manière de... le mot habiter est très important, le mot habitat aussi. Se penser dans un habitat, c'est se penser en tant qu'espèce, parmi d'autres, dans un habitat dont nous héritons, et dont nous avons aussi la responsabilité du soin. Donc la question du soin des habitats, c'est la question numéro 2, je dirais, des biorégionalistes. Et où est-ce que tout ça se passe? Ça ne se passe pas dans l'économie, ni dans la macroéconomie, qui ne sont que des abstractions contingentes. Au final, on se retrouve toujours quelque part, on vit toujours in situ. Chacun d'entre nous, nos attachements se font là où nous vivons. Et vivre in situ, c'est une manière de s'éveiller à ce qui nous fait vivre. Qu'est-ce qui est vital pour la vie pour la vie, vivre pour la vie, c'est aussi un slogan biorégionaliste. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est bien joli, mais comment on applique ça à nos vies, à nos mondes, ici et maintenant. Alors il y a une deuxième époque dans ce biorégionalisme qui est animée par... qui revit en Italie autour d'un réseau qui s'appelle les territorialistes. Et je passe les détails sur cet aspect des choses, mais en Italie, il y a des plans de paysage, par exemple, chose qui n'existe pas en France. Et là, je rentre dans l'aspect plus urbain, urbanistique de ce livre et des propositions que j'y fais, à savoir, le biorégionalisme, c'est une manière de rééchelonner nos milieux de vie, notre manière d'habiter nos régions. Donc la notion de région qu'on entend dans biorégion, elle est importante parce que c'est une notion d'échelle qui est forte et qui consiste à se dire qu'on va réorganiser les réseaux, les métabolismes à la fois énergétiques, mais aussi de l'eau, de la nourriture, à l'échelle régionale, voire biorégionale, c'est-à-dire à des plus petites échelles qu'actuellement, où, par exemple, en Île-de-France, on produit énormément de céréales, de colza, de blé. Vous connaissez tous et toutes ces monocultures céréalières qu'on traverse quand on arrive à Paris, ces espèces de déserts, de paysage d'ailleurs, une forme de désert. Bien, toutes ces monocultures ne servent pas à nourrir la population d'Île-de-France. Elles sont exportées sur les marchés mondiaux. Et donc, nous avons aussi imaginé avec l'Institut Momentum, et je le reprends ici dans un des chapitres du livre, une Île-de-France biorégionale. Donc, là où il y a un cas on a concret de biorégionalisme, il y en a déjà, si vous voulez, en Italie, à travers ces plans de paysage, ces parcs agricoles urbains qui cherchent à rééquilibrer le lien, par exemple, à Florence, à Prato ou dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Vous avez des tentatives inspirées du biorégionalisme de réagencer l'équilibre entre ville et agriculture, ville et subsistance alimentaire. Eh bien, voilà, nous nous sommes inspirés à la fois de ces Californiens et de ces designs italiens pour atterrir en Île-de-France et proposer une vision donc complètement en rupture avec la vision du Grand Paris, qui est une vision qui prône une certaine continuité de la croissance économique, qui prône l'édification d'un réseau souterrain de métro gigantesque qui s'appelle le Grand Paris Express, qui a pris 10 ans de retard et qui rame complètement aujourd'hui, qui ne sera absolument pas terminé pour accueillir les Jeux Olympiques cet été. Donc on craint aussi un engorgement. Bref, je pense qu'Arnaud Passalacqua en parlera demain. Toujours est-il que ce qui nous préoccupe à l'Institut Momentum, c'est justement de constater que malgré l'évidence de ce qu'on appelle l'overshoot en anglais, c'est-à-dire l'explosion de toutes les limites écologiques et les risques d'effondrement
que nous courons face à cette explosion de toutes les limites, eh bien, un territoire comme le Paris et le Grand Paris est toujours dans des raisonnements de croissance, d'attractivité mondiale, de pistes d'atterrissage doublées, de hubs alimentaires hors sol. Et on a vu pendant le Covid à quel point Rungis était menacé par cette pandémie si les routiers refusaient de continuer à faire leur travail pour des raisons sanitaires. Bref, finalement, le paradoxe de cette Île-de-France, c'est qu'elle croît peut-être économiquement, mais elle est très vulnérable sur le plan alimentaire, alors que c'est une des régions les plus fertiles de France. Et qu'est-ce qui est le plus important pour nos vies aujourd'hui et demain? C'est quand même l'eau qu'on boit, c'est l'air qu'on respire, c'est la température dans laquelle on vit, donc comment acclimater aussi nos régions en les repensant à l'échelle biorégionale, c'est-à-dire en les redesignant et en priorisant le soin des ressources par nos édiles, par nos maires, par nos élus, qui pourraient lancer des états généraux biorégionaux dans toutes les régions, parce que le sujet numéro 1 de toute politique aujourd'hui, c'est la sécurité écologique, climatique, alimentaire, sans parler de la géopolitique, qui est un autre sujet qui plane sur tout cela, mais ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est celui de la subsistance, c'est de comment vivre décemment dans 50 ans dans une région aujourd'hui saturée d'automobiles, d'asphalte, et dont les habitants ne savent pas d'où vient l'eau qui coule au robinet. Donc il y a dans cette démarche biorégionaliste à la fois une éducation, une pédagogie aussi de comment on se pense activement responsable du milieu, comment on se pense renaissant dans un éveil à son milieu de vie, mais pas tout seul, en redessinant collectivement des échelles de vie qui prélèvent moins de ressources et qui soient plus autonomes en termes de cycle alimentaire et de production d'énergie aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.